Bonsoir. Un appui technique dans la lutte contre le changement climatique et une enveloppe de 20 milliards de dollars. La moisson est bonne pour le président Alpha Condé. Sa rencontre avec son homologue chinois a débouché sur plusieurs accords. La rentrée des classes se prépare, mais la hausse des frais de scolarité au niveau du privé rend ces préparatifs difficiles. Ce soir, on saura ce que disent les textes de loi en matière d'enseignement privé. À la découverte du Wakiria ce soir, un club de football qui bouleverse la hiérarchie dans le championnat guinéen de Ligue 1. Quels sont ses secrets? C'est dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les présidents chinois et guinéens se sont entretenus ce matin. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. La santé, l'énergie ou encore l'agriculture. Des domaines où la Chine peut apporter son expertise. Plusieurs accords ont été signés au sortir de cet entretien, dont un qui porte sur l'environnement. Sanassi Keita. L'énergie, l'agriculture, la santé, la formation et les mines sont entre autres domaines importants dans lesquels la République populaire de Chine compte s'investir pleinement auprès du gouvernement guinéen pour assouvir les nombreuses attentes de la population. Et justement, c'est pourquoi les deux présidents, Professeur Alpha Condé et Xi Jinping, en compagnie de leurs délégations respectives, ont eu cet entretien bilatéral qui a duré plus d'une heure. Entretien au cours duquel les deux personnalités ont affiché leur volonté de maintenir et de diversifier les relations de coopération entre la Guinée et la République populaire de Chine. Cet entretien a débouché d'ailleurs sur la signature de plusieurs accords de coopération, notamment la mise à la disposition du gouvernement des équipements techniques pour la lutte contre le changement climatique. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ses ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars, pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, l'Insan-Fomi, de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Pour donc réaliser très rapidement certains projets comme l'extension de l'hôpital sino-guinéen et la construction du Parlement, Pékin compte décaisser pour la Guinée une enveloppe de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables. Cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment digne du nom. Il y a des dons qui concernent également
l'extension de l'hôpital sino-guinéen, du matériel agricole et des petites aides concernant le protocole, les véhicules, les ambulances, etc., etc. Donc le mix dont est prêt, ça fait un package de 3 milliards de dollars immédiatement décaissable. Je parle des projets en route. Maintenant, le programme à long terme, comme je l'ai dit tantôt, porte sur 20 milliards de dollars d'engagement des Chinois vis-à-vis de la Guinée de 2017 à 2036. Les jours à venir, le projet de financement pour la construction du barrage hydroélectrique de Soapeti fera également l'objet de signatures entre les deux gouvernements, guinéens et chinois. Déjà, une mission guinéenne a fait le point à Pékin avec Exim Bank sur l'état d'évolution en termes d'instruction de cet important projet pour la Guinée. À Conakry, c'est la rentrée gouvernementale. Les sessions interministérielles ont repris ce mardi. Fini donc les congés. Les ministres qui viennent d'être nommés comprennent la dynamique et promettent de reprendre le flambeau. La rentrée gouvernementale avec Hadi Kamara. Mardi 5 septembre, c'est la reprise des activités de la session du Conseil interministériel. Après leur congé annuel, ils reviennent avec fougue et détermination à aller vite et bien dans l'exécution des différentes feuilles de route adressées à chaque membre du gouvernement. Depuis son élection à la magistrature suprême, le 15 novembre 2010, le président Alpha Condé s'attache à traduire en actes concrets un certain nombre d'engagements pris au cours de sa campagne électorale et figurant au cœur de son programme politique. Aujourd'hui, d'importants progrès sont réalisés à travers le pays, tant sur le plan politique, économique, financier, culturel que social. Ici, le gouvernement légèrement remanié reprend service, capitalisera ainsi les acquis des ministres sortants et saura mettre le pied à l'étrier aux entrants. L'objectif est de relever les manches pour faire face à un certain nombre de défis, comme le renforcement de la gestion des finances publiques, notamment des recettes minières, et l'accroissement des investissements publics et des dépenses en direction des secteurs sociaux. Au-delà de la performance macroéconomique et la gestion monétaire, le gouvernement y a fait feu de tout bois, jour après jour, pour mettre en œuvre des politiques sectorielles robustes afin d'atteindre une forte croissance, seule à même de réduire la pauvreté dans le pays. La revue annuelle des EPA, retour sur les enjeux de cette première édition. Ce rendez-vous, vous le savez, vise à qualifier les établissements publics du pays. Mais comment? C'est toute la question. Qu'est-ce qui va vraiment changer? Les éléments de réponse dans ce reportage de Kerno Ousmane Diallo. Pour être plus proche des citoyens, l'État a mis en place des structures dotées d'une autonomie financière et administrative. Ce sont les établissements publics à caractère administratif. Des offices, des centres de formation, des agences, des directions générales ou encore des fonds d'appui aux initiatives locales. La connaissance du nombre réel des établissements qui reçoivent des subventions de l'État et leur degré d'implication dans le développement national constitue l'enjeu premier de cette première revue annuelle des EPA. D'après nos enquêtes, nous avons au moins 150 EPA opérationnels et non opérationnels. Et là, nous avons connu plus de 110 EPA qui ont participé à la préparation de cet événement. À travers les débats, les représentants des EPA s'expriment à cœur ouvert et partagent leurs peines qui entravent le bon fonctionnement des organismes qu'ils dirigent. L'absence de conseil d'administration, de documents juridiques ou le retard dans l'arrivée des subventions reviennent constamment. L'autre enjeu, c'est la culture de l'esprit de redevabilité. Avec la création de la Cour des comptes, les EPA doivent se préparer désormais à rendre compte de leur gestion financière. Cette initiative va nous armer tous à une meilleure gouvernance dans nos établissements publics administratifs et particulièrement dans nos établissements hospitaliers. Ceci va nous permettre de nous conformer à la redevabilité initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État. Cet exercice, qui est une première en Guinée, permettra à nous, gestionnaires des établissements publics, de mieux appréhender les approches
novatrice que l'État a aujourd'hui par rapport à la gestion, mais ça permet surtout à notre tutelle qui est le ministère du Budget, qui est notre tutelle sur le plan financier, à mieux comprendre la gestion dans nos différentes structures et à mieux appréhender les difficultés que nous avons pour nous accompagner dans la gestion. Événement inédit dans la vie nationale, la revue annuelle des EPA va aussi permettre de classifier ces organismes. Les EPA, au regard de la loi, ne doivent ni emprunter ou faire des prêts, mais dans les textes de création de la Caisse nationale de prévoyance sociale, par exemple, est autorisée à faire des placements. Cette revue annuelle est donc un début de solution pour ce genre de difficultés. Comment renforcer la lutte contre les évasions fiscales? La question est au cœur de débats à l'Assemblée nationale. Des travaux extraordinaires marqués ce mardi par l'examen du volet dépenses de la loi de finances rectificative. Robert Sidi Tolno. Après le volet recettes, les travaux de la session extraordinaire se sont poursuivis ce mardi par l'examen du volet dépenses de la loi de finances rectificative. Dans les débats, l'accent a été mis sur la correction à apporter sur certaines lignes de dépenses qui doivent être consacrées à la réalisation des routes et à la desserte du courant électrique. Il y a eu vraiment des améliorations à ces deux niveaux. Conformément à la présentation que le gouvernement nous a faite, nous sommes globalement satisfaits des modifications qu'il y a eu. Il y a certaines questions de détail qui nous restent pour que nous puissions faire rapport à l'ensemble des députés, que nous puissions donner réponse à beaucoup de préoccupations que nous avons reçues à la fois des populations, des administrations déconcentrées et des élus locaux. Ce sont plusieurs questions relatives à la mobilisation des recettes intérieures propres à la lutte contre les évasions fiscales qui ont été posées par les députés. Des questions auxquelles ont répondu les directeurs des régies financières présents. Le gouvernement a été forcé de faire, comme on appelle, une rationalisation dans ses choix, compte tenu des contraintes budgétaires. Donc, on a évalué le portefeuille de l'ensemble des départements pour essayer de voir quels sont les départements dans lesquels nous avons des projets qui ne sont pas susceptibles d'être réalisés d'ici le 31 décembre, donc la fin de l'année, et faire des substitutions par rapport aux projets qui sont aujourd'hui mûrs pour lesquels le gouvernement veut avoir des résultats. Donc, c'est ce travail qui a été fait et demain, nous allons continuer le même exercice au niveau de la Commission économie et finances de l'Assemblée. Les travaux vont se poursuivre demain en commission restreinte pour approfondir les réflexions sur les questions de fond avant la rédaction des rapports sur le budget rectifié. À direction Kindia pour l'atelier préparatoire de la rentrée des classes. Ces consultations ont duré 2 jours et visent l'élaboration d'une feuille de route pour la nouvelle année scolaire. La rentrée, c'est le 15 septembre et cet atelier se propose de préparer le terrain. Mamadi Terna Kamisoko. L'école guinéenne rouvre ses portes le 15 septembre prochain au compte de l'exercice scolaire 2017-2018. À quelques jours de cette échéance, les acteurs du système de l'enseignement préuniversitaire se retrouvent à Kindia. Ils sont inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux de l'éducation, déchargés de questions pédagogiques, élargis aux partenaires techniques et sociaux de l'école guinéenne. Ensemble, ils vont passer en revue les obstacles qui peuvent affecter la rentrée scolaire prochaine. Parmi les réformes attendues, la décentralisation du BEPC figure dans les priorités. Il y a déjà des arrêtés de fonctionnement ou de restructuration de cette nouvelle direction, telle que la direction nationale de l'enseignement secondaire et technique. Ça sous-entend que mon département va essayer de mettre en place des lycées techniques pour qu'il y ait des bacs techniques à Guinée. Donc on est en train de travailler aussi sur l'office du bac pour diversifier les filières au niveau du bac. Vous savez que notre pays est le seul pays du monde qui n'a pas un lycée technique. Il n'y a pas de lycée technique, il n'y a pas de collège technique, il n'y a pas de bac technique. Je pense que c'est des choses qu'il faut corriger. Au cours de ces 2 jours de travaux, en plus de faire le point des acquis et faiblesses de l'année écoulée, les participants feront la situation des infrastructures scolaires et du personnel enseignant existant pour le respect du nouveau calendrier scolaire. Il s'agit en clair d'élaborer une nouvelle feuille de route pour le département en vue d'éviter toute improvisation en pleine année scolaire. L'école appartient à la communauté et nous sommes les représentants de la communauté auprès du système éducatif. Donc aucune proposition en faveur
faveur de l'école ne doit être faite sans la présence des parents. On nous dit que tout ce qui est fait pour toi, sans toi, c'est contre toi. Donc il faut qu'on soit là et que nous construisions l'école ensemble et faire des propositions pour l'amélioration du système éducatif ensemble. S'il y a un problème d'infrastructure, il y a ce que l'État doit faire et ce que la communauté doit faire. Les partenaires techniques et financiers continueront d'appuyer les réformes en cours. On est aussi dans une période qui est assez sensible parce que le gouvernement va élaborer le plan décennal de l'éducation 2019-2028. Ce sera là encore une fois l'occasion d'ancrer toutes ces réformes pour que ce soit mieux organisé, que ce soit mieux défini. Cette année, le nouveau calendrier scolaire prévoit le démarrage des cours le 15 septembre 2017 pour terminer le 31 mai 2018. Dans le but d'appuyer les parents d'élèves dans l'obtention des fournitures scolaires, le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire, a déjà mis à la disposition des DCE et DPE du pays des tenues scolaires à un coût abordable. Et puisqu'on parle de rentrée scolaire, comment se prépare-t-elle dans les établissements d'enseignement privé? Les frais de scolarité sont de plus en plus élevés. Les parents d'élèves ne savent pas à quel sens se vouer. Que disent les textes de loi de l'enseignement privé à ce sujet? On voit tout ça dans ce reportage de Lancé Kamisoko, rendu en studio par Fatimatou Diallo. À quelques jours de l'ouverture des classes, la question des frais de scolarité dans les écoles privées se pose à nouveau. Il varie d'une école à une autre. Dans la commune de Ratoma, par exemple, les frais annuels de lycéens varient de 560 000 à 10 millions de francs guinéens selon les écoles. Une situation qui ne facilite pas la tâche aux parents d'élèves. Les dépenses sont énormes, mais en tout cas, on essaie de s'en sortir, mais ce n'est pas facile. Le gouvernement a diminué un peu le prix de scolarité, mais les frais de scolarité encore dans les écoles, ce n'est pas encore diminué. Donc ça coûte énormément cher. On est en train de se battre pour pouvoir payer la scolarité des enfants, mais vraiment c'est cher. Par rapport à l'année passée, l'année surpassée, et l'année passée, il y a eu une légère différence. Parce que lorsque je suis venu pour réinscrire mon enfant, disons, les prix ont augmenté. J'ai augmenté les prix parce que dans la zone où je suis, il n'y a pas d'école publique. Depuis le début des années 2000, la Guinée connaît une floraison d'écoles privées. Chaque école fixe ses frais de scolarité comme bon lui semble. Dans les conditions normales, c'est l'administration qui devait s'impliquer pour dire dans telle zone, voilà les prix qu'il faut donner aux enfants du primaire, aux enfants du collège, aux enfants du lycée. Mais si chacun fait ce qu'il veut, hein, et quand vous voyez le travail, généralement là où il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas trop de travail, il n'y a pas tellement de travail à ce niveau. Face à cette situation, la Direction nationale de l'enseignement privé se donne pour défi la normalisation des frais de scolarité. Il n'y a pratiquement pas de disposition qui réglemente la fixation des frais de scolarité dans les différents établissements. Donc avec les multiples plaintes des uns et des autres, la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé a pensé qu'il faut aller vers la révision de ces textes qui sont vieux de plus de 30 ans. Cette révision qui tient compte cette fois-ci des normes de fixation des frais de scolarité est en cours. La révision elle est faite. On est en train de se préparer maintenant pour aller vers la validation de ces textes avant qu'ils ne soient transmis au gouvernement pour être adoptés à l'Assemblée nationale. Selon le rapport 2016-2017 de la Direction nationale de l'enseignement privé, 93 écoles ont été recensées non conformes aux normes d'une école. Tamba et ses amis, c'est le titre d'une émission radiophonique produite par des enfants pour sensibiliser sur leurs droits et devoirs. Ça se passe à Guékédou et Macenta en région forestière. L'initiative est de plan international et de l'Union européenne pour permettre aux enfants d'être des acteurs dans la promotion et le respect de leurs droits. Mohamed Lamine Solano et Amara Kobasouba. C'est une production à ciel ouvert aux allures de campagne de sensibilisation sur les droits et devoirs des enfants. Sur le podium, ils reçoivent à tour de rôle leurs invités, pour la plupart décideurs publics et responsables d'organisations internationales. Une émission radiophonique produite par les enfants pour encourager les bonnes pratiques d'hygiène dans les écoles après le passage d'Ebola dans la région.
Il y a eu des effets. Comment on peut mesurer ces effets? Aujourd'hui, on constate que dans la majeure partie des écoles que nous couvrons, nous voyons que les enfants ont appris, tant bien que mal quand même, la majeure partie des règles d'hygiène, mais aussi connaissent en quelque sorte certains de leurs droits qu'ils mettent en application, que ce soit à l'école, mais aussi dans les différentes familles. L'émission est baptisée Tamba et ses amis. Produite en français et dialecte de la région, elle met l'accent sur l'exploitation des enfants et plusieurs thématiques liées aux droits de l'enfant. Pour certains animateurs, une passion se dessine. Le plan nous aide souvent, nous les enfants, à réaliser quelques actions. Nous faisons des thèmes sur la protection de l'enfant, pour la violence, sur la violence, le trafic des enfants. Il y a une dizaine d'années, Plan a développé dans la région ce qu'elle appelle la voix de Finda et Alpha, une émission radiophonique essentiellement consacrée aux droits des enfants. Le concept dans sa nouvelle version est soutenu par l'Union européenne, l'objectif des initiateurs étant de susciter chez les enfants le droit de se forger une opinion et de l'exprimer. Enseignement technique, le chef du département est à Macenta, une visite de terrain pour expliquer la politique nationale d'emploi aux jeunes. Le ministre Damantan demande notamment aux chercheurs d'emploi de se former pour saisir les opportunités qu'offre la région forestière. Moussa Komara, Maurice Sidibé. Décrocher son premier emploi reste un défi majeur pour les diplômés guinéens. Une situation qui pousse plusieurs jeunes à entreprendre des activités génératrices de revenus. À Macenta, par exemple, les taxis-motos sont devenus un tremplin pour de nombreux diplômés. J'ai terminé mes études, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien à faire. Donc vouloir rester à la maison sans rien faire, et nous avons des petites familles maintenant. Donc nous avons sollicité d'exercer ce métier, c'est-à-dire ce travail, pour pouvoir quand même avoir nos gains quotidiens, pour pouvoir quand même améliorer un peu nos conditions de vie. Pendant ce temps, la problématique de l'emploi des jeunes est en débat à Macenta. Selon des spécialistes, plusieurs opportunités d'emploi existent en région forestière. Seul bémol, elles sont ignorées par de nombreux diplômés. L'occasion pour le ministre de l'Emploi, de la formation technique et professionnelle de partager avec les jeunes ses idées sur le sujet. Déjà, se renseigner sur les opportunités qui existent, le tissu économique, les différentes activités, les sociétés qui évoluent, les employeurs potentiels, et ensuite se mettre au niveau d'exigence de ces employeurs et de ces différentes opportunités, soit par l'auto-emploi, soit par l'emploi salarié. Et pour ceux qui ont des projets entrepreneuriaux, des projets de renforcement de capacité, l'Office de la formation et du perfectionnement professionnel est là également pour les accompagner. Dans un pays où les capacités de recrutement à la fonction publique sont limitées, des experts encouragent l'entrepreneuriat. À l'absence des chiffres officiels, on estime à 66% le taux d'auto-emploi dans le pays. Des statistiques en hausse depuis une dizaine d'années. Les thèmes abordés par monsieur le ministre nous a également fait comprendre que il faut être prêt pour avoir de l'emploi. Il faut non seulement s'informer, être disponible, aller aussi vers l'emploi, parce que l'emploi ne viendra pas vers toi, c'est toi qui dois aller vers l'emploi. Dans les semaines à venir, l'association des jeunes volontaires de Macenta annonce le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les enjeux de l'entrepreneuriat, des initiatives soutenues par le gouvernement guinéen. Mandiana, en plus bref et en images, le forum des jeunes pour le développement met à nu un contraste saisissant, une localité à la fois riche et pauvre. Le forum va durer 2 jours. La démarche vise à identifier les problèmes de la préfecture. À la baie, des associations s'impliquent dans la protection de l'environnement. Ils ont prévu de reboiser la zone autour du barrage de Touri. 1500 plants vont être achetés et utilisés pour le site. L'action devrait permettre de créer une ceinture verte pour atténuer les effets du changement climatique. Valérie Talimane, Sahabdine Diallo. Des associations et autres volontaires dans la protection de l'écosystème de la région de la baie se lancent un défi cette année. Reboiser 1500 plants pour protéger le barrage de Touri, un des sites qui abrite les installations de la SEG.
Nous sommes venus reboiser ce site de Touri comme les années passées. Malgré le retard accusé, nous avons acheté 1500 plants des espèces différentes selon nos moyens. Cette campagne de restauration de la flore a mobilisé l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection de l'environnement dans la région. Une démarche qui devrait permettre de créer une synergie d'action dans la restauration de la forêt à l'abbé, une localité aujourd'hui menacée par la déforestation. Si on plante, il faut protéger. On n'a pas de grands moyens pour faire, n'est-ce pas, pour les protéger. Donc nous allons payer service eau et forêt. Si nous plantons, et aussi n'ont qu'à prendre toutes les précautions pour, n'est-ce pas, pour protéger. Par rapport à la protection de ce que nous sommes en train de faire, on va veiller, on va sauvegarder cette partie-là. Le mélina, l'acacia et le grévélia sont les différents plants mis en terre aux abords du barrage de Touri. Un soulagement pour les travailleurs de la SEG qui s'inquiétaient de la dégradation de l'environnement à ce niveau, d'où est tirée une bonne partie de l'eau servie aux populations. Répertorier le patrimoine historique, c'est la mission que se fixe le ministère de tutelle. Le projet consiste à mettre à la disposition du public une base de données sur les sites culturels. Une opération coup de balai est d'ailleurs prévue pour rendre ces sites attrayants. Marie-Angélique Bangora. La Guinée regorge d'un patrimoine culturel riche et varié. Mais cet héritage national se trouve en majeure partie dans un état de dégradation et de disparition. Pour raviver son existence, le gouvernement guinéen compte se mettre à l'œuvre. À travers le ministère de la Culture, ces sites du patrimoine culturel national devraient être répertoriés et valorisés. Cette opération d'inventaire général du patrimoine culturel vise à recenser, étudier, documenter, protéger, promouvoir et transmettre aux générations présentes et futures les témoins matériels et immatériels de notre passé, notamment ceux liés aux monuments historiques, aux sites archéologiques et aux paysages culturels de notre pays. Cette opération d'inventaire est l'un des objectifs prioritaires du nouveau ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Il s'agit pour lui de donner un nouveau visage aux sites historiques du pays dans leur authenticité. À terme, la mise en œuvre de cette activité permettra entre autres d'offrir aux différentes communautés guinéennes, notamment les jeunes et les femmes, l'opportunité de créer des emplois, de générer des ressources et surtout de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Tous les cadres administratifs sont interpellés pour la réussite de cet inventaire. L'exercice permettra de répertorier tout le patrimoine culturel national et procéder à la réhabilitation des œuvres. Sport football, on va découvrir ce soir un club dont beaucoup n'ont fait qu'entendre parler. Il s'agit du Wakiria, un club de Bokeh qui tutoie l'élite du championnat national. Aujourd'hui, le club est deuxième du championnat derrière le Orea, qu'il doit rencontrer d'ailleurs le 8 septembre. Un de ses derniers matchs, une victoire contre la SAG de Sigiri sur le score de 2-1 en grand format sur le Wakiria avec Mamadou Aziz Baldé. Ce dernier temps, les populations du Kakandé manifestent leur solidarité au Wakiria AC. Le club de la ville mobilise de nombreux supporters engagés à promouvoir le rayonnement des sports dans leur localité. Bokeh, historiquement, occupe une place de choix. Et Wakiria est en train de retracer, si tu veux, le passé du football de Kakandé sur le plan national. Donc cela a donné, si tu veux, l'engagement, la motivation. Ça a vraiment accéléré le processus de la pratique du sport dans la préfecture de Bokeh. Au compte de la 24e journée du championnat, le Wakiria accueille la SAC de Sigiri au stade du 1er mai de Bokeh. Une rencontre capitale où la victoire est impérative. Et ce match est d'ailleurs capital dans la mesure où notre place, la deuxième place à l'heure qu'il fait, n'est plus avec nous. Et nous allons faire en sorte que le match de ce soir soit gagné, si possible 2-0. Je n'apprécie pas beaucoup le foot, mais comme c'est Wakiria qui joue aujourd'hui et toute la jeunesse de Bokeh supporte Wakiria, c'est à cause effectivement que moi j'ai commencé de suivre le match et j'ai confiance au moins qu'ils vont gagner, même si c'est 2 buts. Comme toujours dans un match, il y a un gagnant et un perdant, mais j'ai la conscience tranquille que Wakiria va gagner aujourd'hui. Il est 15 h. À la rentrée du stade du 1er mai de Bokeh, les supporters font la queue pour acheter des tickets d'entrée.
Ici, personne ne veut se faire compter l'événement. Je suis juste venue supporter Wakria. Tu vois, j'ai acheté un but à 5 000 francs, même si c'est à 20 000, c'est pour faire acheter ça. Parce que je suis venue supporter mon équipe pour Wakria. Je sais qu'on va gagner. À 16h15, Ousmane Jacob donne le coup d'envoi de la rencontre entre Wakria et la SAG. Malgré une domination stérile pour les locaux, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score en concrétisant leur toute première occasion aux grandes dames des supporters des Rouges et Noirs. Et malgré qu'on nous a battu 1-0, mais on les a dominés. Et ça reste 45 000. Les 45 000 là, on espère très bien encore, on va marquer, on va égaliser les buts et on va remarquer encore. Longtemps dominé par son adversaire, la SAG craque à la 55e minute par un magnifique coup franc d'Ibrahima Keita. Dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, l'arbitre accorde de nouveaux coups francs à Wakria et le 1er mai retient son souffle. Dans la foulée, c'est Ibrahima Keita qui s'offre un doublé et libère toute une ville. On a gagné difficilement, mais c'est compréhensible parce que l'équipe de Sigrid est pas mal aussi. L'équipe était là pour gagner. Heureusement, Dieu nous a aidés à gagner. Donc félicitations aux joueurs, à l'équipe et à tous les supporters et à tous les Kakandeka qui se sont mobilisés. À une journée de la fin du championnat national, le Wakria garde toujours la 2e place du classement grâce à ses 3 points arrachés en toute fin du match. Le Orea AC est le prochain adversaire de ce club promu. Un magnifique reportage signé Abdul Aziz Baldé et ce match qui reste, c'est justement contre le Orea le 8 septembre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.